Je voudrais commencer par deux anecdotes qui me permettront de dire ce qui font pour moi la force d'une communauté ou d'une post-cure résidentielle. On utilise les deux termes chez nous. Tout d'abord, une anecdote qui remonte juste après-guerre, mais c'est dans une de mes lectures de Maxwell Jones, un médecin psychiatre anglais. Je cite souvent cette expérience-là, qui, dans son hôpital psychiatrique, s'occupait des traumatisés de guerre. Donc des soldats anglais revenus largement traumatisés avec, vous imaginez, les salles dans les hôpitaux psychiatriques à l'époque. Et le docteur Jones, qui a écrit un livre sur ça, un livre fondateur des communautés thérapeutiques, raconte l'anecdote suivante. Il était dans son bureau et il reçoit un militaire donc traumatisé. Et il ne va pas bien, le docteur Jones. Il ne va pas bien parce que ça ne se passe pas bien dans le collectif de son hôpital. 130 patients, 2 psychiatres, des cris, des gens qui restent dans le lit, ça ne va pas. Et ce qui se passe ce jour-là, c'est que ce soldat qui arrive dans le bureau dit « Docteur, vous me semblez ne pas aller bien ». Vous voyez l'inversion immédiate, on a parlé de pérédance, l'inversion immédiate où c'est le soigné qui prend soin du soignant. Et le docteur Jones, ça c'est son intuition, il dit bah non, en fait il n'y a rien qui va, je n'arrive à rien dans cet hôpital, ça ne va pas. Est-ce que vous avez une proposition à faire? À nouveau, vous voyez l'inversion, c'est le soignant qui pose la question au soigné. Et ce militaire dit docteur, je crois que vous oubliez une chose, nous sommes tous des militaires ici. Et si vous voulez que les gens sortent du lit, il faut faire un lever de drapeau le matin. Le médecin dit c'est pas possible. Est-ce que vous me donnez l'autorisation de le faire? Et ce militaire passe dans toutes les chambres et dit, le docteur Jones ne va pas bien, ça lui ferait vraiment plaisir si demain, lever du drapeau à 7 h du matin dans la cour de l'hôpital. Et c'est ce qui s'est passé. Les patients se sont levés, quel que soit leur diagnostic, leur pathologie, ils y ont été et ils ont fait, vous voyez bien l'anecdote, ils ont fait, où amène l'anecdote, ils ont fait communauté. Ils ont créé un lien, quelque chose qui les unissait autour de leurs soignants ici, mais enfin autour de leurs problématiques in fine. Ça, c'est la première anecdote. Ça m'a fort frappé quand on a imaginé le système de communauté à Malmedy. Une deuxième anecdote beaucoup plus récente, mais qui n'est pas une anecdote et qui, je pense, montre bien aussi ce que c'est le sens d'une communauté, c'est le confinement. Donc à Malmedy, 35 patients, toxicomanes, alcooliques, des personnes avec des problématiques lourdes, psychiatriques parfois, des problématiques d'impulsivité, de consommation de longue date. Enfin, vous imaginez des patients tels que vous pouvez les fréquenter aussi. Confinement. On est tous complètement paumés, qu'est-ce qu'on va faire? On est une communauté résidentielle, bon voilà. Finalement, le chef éducateur est là, nous décidons en équipe de réunir l'ensemble de la communauté, de leur dire, les gars, écoutez, voilà, je me revois encore leur dire, on doit partir. Alors vous devez décider où vous allez faire votre confinement. Est-ce que vous quittez l'institution, si vous voulez faire votre confinement chez vous? Enfin, pour certains, la moitié, c'était à la rue, est-ce que vous voulez le faire ici? Mais nous allons réduire fortement les activités. Et l'image qui m'est venue, mes collègues de l'équipe étaient là, l'image c'est de dire, écoutez, voilà, je vous donne les clés de l'institution. Je vous donne les clés des Hauts-de-Fagne. Nous pensions, d'un confinement de 3-4 semaines, à ce moment-là. Ça a duré des mois. Pendant des mois, ces gens, ces personnes, ces patients, déstructurés, fracassés, avec des symptômes parfois catastrophiques, ont tenu la boutique. Il n'y a pas eu l'ombre d'un incident. Tout a tourné. C'est extraordinaire. Enfin, pour moi, c'était une révélation. C'était aussi, ça c'est une communauté. Ils peuvent se prendre en charge, ils se prennent en charge. On n'a pas complètement largué les amarres, l'équipe était évidemment présente pour toute une série d'aspects, je ne suis pas en train de dire qu'ils ont fait tourner la boutique, mais enfin, ils ont créé un journal, ils ont élu un maire, un bourgmestre, enfin je vais dire ça comme ça, je ne sais plus le terme exact qu'ils ont fait. Ils ont fait des vidéos qu'ils ont envoyées d'ailleurs à leurs camarades de trampoline, et les camarades de trampoline ont envoyé
une vidéo, ils ont échangé entre eux. Voilà, ça c'est vraiment une communauté vivante. Et ça montre que les ressources, c'est nos patients, que l'on parfois on pense déstructurés, perdus, ils les ont. Ils les ont pour faire du lien. Voilà, ces deux anecdotes, mais qui ne sont pas tout à fait des anecdotes, pour dire que dans un centre de post-cure, si on veut faire une communauté thérapeutique, il faut vraiment qu'il y ait un lien, qu'il y ait un objectif commun et qu'il y ait une cause, une juste cause commune. C'est ces liens entre les personnes, les patients et les membres de l'équipe qui vont construire la communauté. Donc vous savez, vous connaissez, je pense qu'elle a été projetée par Natacha tout à l'heure, la définition de la communauté, il faut un lieu, il faut un lieu commun, ça c'est le bâtiment, il faut des personnes ayant une problématique commune, ou en tout cas un point commun. Ici, dans le cas des communautés thérapeutiques pour patients toxicomanes, c'est la dépendance, c'est l'addiction, il y a un point commun, et il faut un objectif commun. Alors, Natacha en a parlé, est-ce que l'objectif c'est l'abstinence, est-ce que l'objectif c'est le rétablissement? Peu importe. En tout cas, nous, dans notre communauté, pour faire simple, vraiment pour faire simple, on dit, écoutez, l'objectif commun, en tout cas tant que vous êtes là, c'est l'abstinence. Je sais qu'il y a beaucoup de discussions sur cette question-là, on peut ouvrir toutes les discussions, mais enfin, il faut faire simple. En fait, on dit, vous êtes des personnes qui vivaient sur un même lieu, avec une même problématique, très très lourde problématique, vous avez plein de difficultés, nous aussi, on en a plein. Vous en avez sans doute plus que nous, pour les membres de l'équipe, mais ensemble, si vous reconnaissez cette difficulté et si vous fixez un cap, ensemble, c'est possible d'y arriver. Et le cap que nous fixons, ou que nous leur proposons de fixer, c'est, en tout cas, toute la durée du séjour dans le centre, c'est l'abstinence complète. Petite incise sur cette question d'abstinence comme objectif. Natacha a dit c'est une méthode, l'abstinence, ce n'est pas un objectif. En disant quand même que c'est un objectif, on fait communauté. Parce que ce que nous disons, en tout cas à Outfind, c'est un peu ça notre propos, c'est, vous verrez bien plus tard, après votre séjour, qui peut être long, vous verrez bien ce que vous ferez avec les produits. Ça vous appartient. Mais ici, dans la maison, quelles que soient vos réflexions sur les produits, ici dans la maison, comme vous faites partie de la communauté des gens qui essayent de sortir des produits, ici, l'objectif, c'est l'abstinence totale. Donc, si le problème c'est le cannabis, l'héroïne et pas l'alcool, l'alcool, vous n'en prendrez pas pendant tout votre séjour, etc., etc. Vous comprenez la logique. Mais donc la logique sur l'objectif de l'abstinence, c'est aussi un objectif communautaire. Si tu ne le fais pas pour toi de ne pas prendre de l'alcool alors que tu estimes que l'alcool n'est pas un problème, tu le fais pour les autres. Ou tu le fais au nom de l'institution qui t'accueille. Ça, c'est vraiment les mécanismes de base d'une communauté, c'est-à-dire l'identification à la communauté dans laquelle les patients se trouvent. C'est un mécanisme thérapeutique, c'est pour ça qu'on dit communauté thérapeutique, très puissant, c'est-à-dire si je ne pose pas un certain nombre de comportements, on a parlé par exemple des comportements de la violence, de l'impulsivité, des injures, des propos racistes, des propos sexistes, des propos homophobes, si je ne les pose pas, c'est pas nécessairement parce que je ne veux pas les poser, c'est parce que, étant dans cette communauté, je m'interdis de les poser pour les autres. Donc, cette façon d'expliquer les choses, puisque nous expliquons d'emblée ça aux résidents, nous ne disons pas patients, nous précisons ça immédiatement, c'est clairement indiqué qu'au-dessus de ma personne, c'est valable pour les membres de l'équipe, au-dessus de ma personne, il y a le collectif, il y a la communauté. Si on veut que la communauté fonctionne, il faut que j'accepte, et entrer dans la communauté, c'est dire quelque part « oui, j'accepte », c'est comme le mariage, c'est oui ou c'est non. Oui, j'accepte, alors je mets la communauté au-dessus de ma propre singularité, si vous voulez. Et c'est la question, Denis, tu me posais la question, c'est la question qui est toujours en tension, évidemment, dans une communauté. Ça vient à mon deuxième sujet, après avoir essayé de définir la communauté. C'est cette tension entre l'individu et le collectif. Voilà, mon premier point dit que, en tout cas c'est ma conception dans cette communauté Outfind, c'est qu'à un moment donné, le collectif est au-dessus de l'individu. Alors c'est très
Dérangeant, évidemment, hein, surtout dans une société, on en parlait ce matin, où c'est l'individu d'abord. C'est très dérangeant, mais c'est nécessaire si nous voulons que la communauté fonctionne. Je prends un exemple très, très simple. Je ne sais pas si dans mon équipe, il y a des psys dans la salle, sinon ils se bouchent les oreilles de ce que je vais dire. Mais prenez les entretiens individuels, les entretiens psy. Donc il est hors de question, en tout cas chez nous, de dire que le psychologue fait une psychothérapie avec le patient. Psychothérapie nécessite le secret professionnel, enfin vous connaissez un peu les là. Donc c'est pas possible, puisqu'il y a des règles communautaires, des règles collectives qui sont au-dessus de ce qui pourrait se dire en individuel dans la communauté. Par exemple, un résident aurait rechuté ou aurait incité quelqu'un à consommer, il le dit à son psychologue en entretien individuel, il y a un problème. Il y a un interdit communautaire qui vient se heurter à la confidentialité de l'entretien avec le psy. Donc il faut absolument que les entretiens psy, que les choses soient claires, ils sont utiles, ils sont nécessaires, mais ils sont aussi au service de la communauté. Donc les deux là qui sont dans leur petit bureau dépendent de la communauté. Ils ont au-dessus de leur tête la communauté. Évidemment, tout ça doit être expliqué aux patients. Aux résidents, ça doit être expliqué, ou sinon il ne peut pas comprendre. Il croit rentrer dans un entretien où le secret professionnel, par exemple, va être absolu. Ce n'est pas le cas. Donc il faut bien préciser les choses, ce qui permet alors à la personne au moins de mentir ou de ne pas dire les choses. Mais vous voyez, alors, on dit, mais alors c'est fou ça, il est en entretien psy, il est obligé de mentir. Ben oui, le principe communautaire est au-dessus du principe individuel. Bon, ça fait source de forte tension. Je prends un autre exemple, toujours pour les psys, je ne les vois pas avec la lumière, mais je crois qu'ils ne sont pas là, c'est très bien. Prenez par exemple, dans nos communautés relativement structurées, où il y a beaucoup d'activités, le patient arrive en retard à l'entretien psy. C'était 14h, il est 14h15. Eh bien, le psy dans une communauté, il doit d'abord partir de ce fait-là. Tu es en retard. Et pas, on va discuter d'autre chose. Voilà, ça, c'est à nouveau, il y a un horaire, il y a des règles, on va partir de ce fait relationnel, ce fait de comportement, avant d'élaborer quoi qu'il soit d'autre. Voilà. Donc, autant vous dire, pourtant j'ai fait cette formation-là, et ça a été ma thérapie personnelle au niveau de la psychanalyse, c'est absolument impossible, évidemment, de définir une position analytique, enfin de thérapeute analytique dans une communauté, en tout cas telle que la nôtre. C'est pas grave, hein. Nous disons souvent à nos résidences, il y a parfois besoin d'une psychothérapie, elle se fera après, et s'il y a vraiment urgence, alors il faut aller en ambulatoire et ne pas rester dans la communauté. Voilà, je vous dresse vraiment le schéma général et aussi les problèmes, parce que ça, c'est des discussions très importantes dans les réunions d'équipe, cette tension entre le pôle communautaire et le pôle individuel. Je peux prendre un autre exemple, j'ai pris les psys, mais le médecin psychiatre, par exemple, c'est très fréquent que la parole du médecin psychiatre soit un peu comme la parole supérieure, c'est-à-dire c'est lui qui donne le tempo. Dans une communauté, c'est absolument impossible. La place du médecin psychiatre est une place de... Oui, c'est une petite place d'ailleurs, Denis qui est dans cette configuration-là, au Solbos, je pense. Mais c'est une place qui doit être petite, effectivement, et qui ne doit pas être une parole de vérité. Il vient conseiller, il vient expliquer, il vient dire en quoi, par exemple, la pharmacologie peut aider ce patient, ce résident, à s'intégrer dans la communauté. Voilà. On a par exemple toute la problématique de l'impulsivité. Parfois des patients, c'est chaud, quoi. Et donc, voilà, il dit, je pense que si je propose ce traitement-là, ça peut un peu calmer les choses. Mais le but, c'est quand même de s'intégrer dans la communauté, parce que c'est les liens qu'ils feront dans la communauté qui vont les soigner. C'est un peu ça la théorie. Voilà. Je pense que j'ai déjà parlé de l'axe, mais je vais peut-être le redire, l'axe du spot sur le produit. Alors, pas sur le produit, des fonctions du produit. À nouveau, avec une tension avec l'individuel. Bien sûr, il y a des causalités multiples à une toxicomanie. Bien sûr, il y a toute la précarité sociale. Enfin, bien sûr, il y a plein d'éléments qui ont provoqué, qui ont amené à la consommation. Je vais appeler ça les causalités. Mais ce n'est pas trop notre problème, finalement. Notre problème, c'est plutôt de voir ce qui s'est passé avant. On ne saura jamais vraiment démêler ce qui a amené à la consommation, et peut-être qu'il n'y a pas moyen de démêler ça. Mais là où tu as une prise, là où le patient, le résident a une prise, c'est ce qui va faire, là, aujourd'hui,
si une envie de consommer vient. Donc le spot dans la communauté, ça va vraiment être sur là, dans ce moment-là, dans cette interaction-là. Est-ce que le produit aurait une place? Si oui, quelle est la stratégie? Qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu vas réagir? Allez, on va essayer quelque chose. Prends le temps, mais on va essayer quelque chose. Est-ce que tu ne ferais pas aller parler à un tel, ou tu ne ferais pas aller faire un peu de sport? Enfin, peu importe, hein, les solutions. Mais voyez, le spot, c'est pas tellement l'histoire de la consommation, il faut passer par là, il faut faire une anamnèse, mais le spot, c'est là, en situation réelle de laboratoire relationnel, quand est-ce que le produit surgirait ou surgit? Et regarde, tu passes le cap. Quelles ont été tes ressources ou quelles seraient tes ressources? Ça, c'est le travail d'une communauté. Et c'est important parce qu'à nouveau, vous voyez, on ne cherche pas trop les causes. Hein. Il y en a, mais on ne cherche pas trop. C'était le deuxième point de spot. La pérédance, on en a beaucoup parlé. Je voudrais juste dire que le concept de pérédance dans notre centre est moins évolué que celui à Trampoline. Pour nous, la pérédance, c'est le fait, enfin pour nous, Haute-Fagne, hein, c'est le fait que les animateurs, les psys, les assistants sociaux, les éducateurs se mettent en position d'aider les résidents à faire de la pérédance. Donc ce n'est pas tout à fait le même concept. Bien sûr, il y a tout un programme, Wilma est dans la salle, nous avons tout un programme avec des pérédants. D'ailleurs, je vois que, oui, c'est ça, je vois un ou deux de nos pérédants au Haute-Fagne. Donc ça, ce sont d'anciens résidents qui décident de devenir pérédants et d'avoir des activités, mais à l'extérieur du centre. Hein, de réunir de ci, de là, dans différentes provinces du pays, des groupes d'ex-patients des Hauts-de-Fagne. Ça marche très bien, je crois qu'ils sont plus de 140 sur la plateforme Facebook, ça marche très bien. Mais à l'intérieur du centre, Hauts-de-Fagne, à Malmedy, il n'y a pas d'ex-usagers, hein, ce sont tous des professionnels, mais dont la formation n'est pas une formation, je vais dire, clinique, pas nécessairement une formation de soignant, c'est une formation d'animateur. Donc, quand je suis dans un groupe au Haute-Fagne avec mes 10 patients ayant un problème d'alcool, de cocaïne, d'héroïne et tous les problèmes associés, je ne fais pas un colloque singulier avec chacun des patients quant à leur histoire entre lui et moi. J'essaye qu'il y ait des interactions entre eux. Mon job, c'est de les animer. Ça, c'est de la pérédance, mais à l'intérieur. Donc, c'est favoriser la pérédance avec les patients présents dans l'institution. Voilà, c'était juste une petite nuance. Et enfin, dernier point, l'axe de la déstigmatisation. Bon, ça, c'est un point, moi, qui m'est très cher. On a beau faire tous les discours depuis 30 ans, quand même, un alcoolique, c'est quand même le poivreau, quoi. Hein. Et les tox, quand même. Enfin, vous connaissez la stigmatisation. Donc nos résidents, nos patients arrivent avec ces lourdes étiquettes sur les épaules. Vraiment, notre job fondamental à l'entrée, c'est de dire tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé avant. On ne maîtrise pas cette dépendance. Il y a encore eu des exposés ce matin, c'était très clair. On ne maîtrise pas, c'est une bête qui est enfouie et qui se réveille et qui demande à boire ou à consommer. Bon. Donc il faut vraiment déstigmatiser parce que sinon c'est le cercle vicieux de la honte. Ça, dans la communauté, on s'y attache beaucoup et ils s'entraident beaucoup sur cette question-là. Par contre, déstigmatiser, déculpabiliser par rapport au fait d'être devenu addict, ça nous permet quand même de dire, mais maintenant, aujourd'hui, tu es responsable de ce que tu fais maintenant. Ça, c'est une ligne fondamentale. Donc, ne me dis pas tout ce qui s'est passé avant. C'est pas vrai, hein. On fait quand même des anamnèses, on essaye un peu de comprendre, mais ne me dis pas trop tout ce que tu fais avant. Dis-moi ce que tu vas faire aujourd'hui, pour surmonter les envies éventuelles de consommation, et 2, pour rendre service aux autres qui sont dans le même problème que toi. Dis-moi ça. Ça, c'est un processus extrêmement responsabilisant, et si je dois retenir une chose des communautés, parce que j'ai pas mal bourlingué depuis 35 ans dans beaucoup de communautés, c'est ce message-là. Donc, nous ne considérons pas que nos patients sont des patients. Ce sont des personnes responsables de ce qu'ils vont faire aujourd'hui et demain. Et ça marche bien quand on leur tient ce discours-là. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour terminer.